La norme ISO 27002 est un catalogue de bonnes pratiques pour la sécurité des systèmes d'information. Le document comporte 14 chapitres qui traitent chacun d'un thème de la sécurité. Par exemple, il y a un chapitre qui parle de tout ce qui est accès, authentification. Il y a un autre chapitre qui parle de toute la partie ressources humaines, embauche, départ, formation. À l'intérieur de ces chapitres, pour chaque thème, il y a des objectifs, autrement dit, quels sont les buts que l'on veut atteindre. Par exemple, dans la partie ressources humaines, parmi les différents objectifs, il y a quelque chose du genre « Un employé qui quitte l'entreprise, on va faire en sorte qu'il ne parte pas en volant des fichiers clients, des données, du matériel, etc. » Et à l'intérieur de ces objectifs, de ces sous-chapitres, il y a ce qu'on appelle des contrôles. Les contrôles, ce sont en fait des mesures concrètes, des choses comme par exemple, il faut changer son mot de passe régulièrement, ou bien encore, il faut mettre des règles de filtrage entre les environnements de production et de test. Donc c'est comme ça que s'organise ISO 27002. On a 14 chapitres, qui sont les grands thèmes de sécurité. À l'intérieur de ces chapitres, on a des sous-chapitres, des objectifs, et puis à l'intérieur de ces objectifs, on va avoir un certain nombre de contrôles, des mesures bien spécifiques qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Au total, il y a actuellement 114 contrôles dans ISO 27002. ISO 27002 est souvent utilisé par les entreprises comme template pour écrire leur politique de sécurité. Il y a ainsi beaucoup de politiques de sécurité qui suivent le même plan, avec 14 chapitres, 38 sections, 114 articles, en oubliant même de supprimer les éléments qui sont hors scope. Par exemple, une société qui ne fait pas d'e-commerce, mais qui bizarrement a des règles de sécurité à ce sujet. Dans la pratique, c'est plutôt contre-productif et donc à éviter. En cherchant à intégrer tel quel, d'un seul bloc, un référentiel sécurité aussi large, on ne fait ni plus ni moins qu'écrire une politique de sécurité qui correspond à ce qu'on aimerait bien faire, pas à ce qu'on fait. Il vaut mieux avoir une politique de sécurité pragmatique, qui ne liste pas des exigences impossibles à respecter. Il vaut mieux écrire quelque chose qui correspond à ce qu'on sait faire, à ce qu'on fait, quelque chose qu'on assume et qu'on maîtrise. On pourra toujours, par la suite, faire évoluer ces règles, on pourra les durcir au fil des années. Le but, c'est vraiment d'être en phase avec sa propre politique de sécurité, sinon ça ne fonctionne pas. On va rapidement passer en revue les 14 chapitres d'ISO 27002 et les différents objectifs qui leur sont associés. Information Security Policies. La direction devrait définir un ensemble de politiques afin de clarifier ses attentes en termes de sécurité. Au plus haut niveau, il devrait y avoir une politique de sécurité globale. La sécurité de l'information devrait être une partie intégrante de la gestion de tout type de projet. Organization of Information Security. L'organisation devrait définir les rôles et les responsabilités en matière de sécurité de l'information et les affecter à des individus. Le cas échéant, les droits devraient être isolés afin d'éviter les conflits d'intérêts et de prévenir des activités inappropriées. Il devrait y avoir des politiques de sécurité et des contrôles pour les appareils mobiles, tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones. Même chose pour le télétravail. Human Resources Security. Des contrôles devraient être mis en place durant le processus de recrutement, mais aussi inclus dans les contrats, par exemple les termes et conditions d'utilisation ou tout autre accord signé clarifiant les rôles et les responsabilités en sécurité. Les gestionnaires doivent veiller
à ce que les employés soient formés et motivés pour se conformer à leurs obligations en matière de sécurité. Une procédure disciplinaire formelle est nécessaire en cas d'atteinte à la sécurité. Les aspects sécurité, en cas de départ ou de changement de rôle d'un employé, doivent être gérés, tels que la restitution des informations et des équipements de l'entreprise en leur possession, la mise à jour de leurs droits d'accès et le rappel de leurs obligations légales en termes de confidentialité. Asset management. Tous les actifs d'information doivent être inventoriés et il faut identifier leur propriétaire, ce dernier étant responsable de leur sécurité. Il faut définir des chartes d'utilisation acceptables. Les actifs doivent être rendus lorsque les gens quittent l'organisation. L'information doit être classée et étiquetée par ses propriétaires, en fonction du niveau de protection nécessaire. Elle doit par la suite être manipulée de manière appropriée. Les supports de stockage doivent être gérés, contrôlés, enlevés et disposés de telle manière que l'information qu'ils contiennent ne soit pas compromise. Access control. Les exigences de l'organisation pour contrôler l'accès aux ressources d'information doivent être clairement documentées dans une politique et des procédures de contrôle d'accès. L'accès au réseau et les connexions doivent être limités. Les droits d'accès attribués aux utilisateurs doivent être suivis et contrôlés, de l'enregistrement initial jusqu'à la suppression de ces droits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Il faut régulièrement passer en revue les comptes utilisateurs et mettre à jour les droits d'accès. Les utilisateurs doivent être informés de leurs responsabilités concernant le maintien de contrôles d'accès efficaces, comme par exemple le choix de mots de passe complexes et le fait de les garder confidentiels. L'accès à l'information doit être limité conformément à la politique de contrôle d'accès, par exemple avec des logins sécurisés, une gestion des mots de passe, le contrôle des services privilégiés et l'accès restreint au code source. Cryptography. Il devrait y avoir une politique sur l'utilisation du chiffrement, ainsi que sur l'authentification et le contrôle d'intégrité cryptographique, tels que les signatures et les codes d'authentification de messages, et enfin sur la gestion des clés de chiffrement. Physical and environmental security. Des périmètres physiques définis et des barrières, avec des contrôles d'entrée physique et des procédures de travail, doivent protéger les locaux, les bureaux et les zones de livraison contre tout accès non autorisé. Les conseils de spécialistes devraient être sollicités en matière de protection contre les incendies, les inondations, les tremblements de terre, etc. Les équipements, leurs utilitaires de support tels que l'alimentation électrique, la climatisation et le câblage doivent être sécurisés et entretenus. Les équipements et les informations ne doivent pas être sortis du site, sauf autorisation, et doivent être protégés de manière adéquate, à la fois sur et en dehors du site. L'information doit être détruite avant que les supports de stockage ne soient supprimés ou recyclés. Les équipements laissés sans surveillance doivent être protégés. Il devrait y avoir des politiques de clear desk et de clear screen. Operations management. Les responsabilités et les procédures d'exploitation doivent être documentées. Il faut contrôler les modifications apportées aux installations et aux systèmes. Il faut monitorer les capacités et les performances. Les environnements de développement, de test et de production doivent être séparés.
Des contrôles d'anti-malware sont nécessaires. Cela implique en particulier de former les utilisateurs sur le sujet. Les sauvegardes appropriées doivent être faites et conservées, conformément à une politique de sauvegarde. Les activités des utilisateurs et des administrateurs, les exceptions, les erreurs et les événements de sécurité doivent être logués. Il faut de plus synchroniser les horloges des systèmes. L'installation de logiciels sur les systèmes d'exploitation doit être contrôlée. Les vulnérabilités doivent être corrigées et il devrait y avoir des règles concernant l'installation de logiciels par les utilisateurs. Des audits doivent être mis en place pour minimiser les impacts sur les systèmes de production ou les accès inappropriés aux données. Communication security. Les réseaux et les services doivent être sécurisés, par exemple par la ségrégation. Il devrait y avoir des politiques, des procédures et des accords, comme des accords de non-divulgation par exemple, concernant le transfert d'informations vers ou à partir de tiers, y compris pour les échanges par mail. System acquisition, development and maintenance. Les exigences de contrôle de sécurité devraient être analysées et précisées, y compris pour les applications web et les transactions. Les règles régissant le développement de systèmes et logiciels sécurisés devraient être définies en tant que politique. Les modifications apportées au système doivent être contrôlées. Les packages logiciels devraient idéalement ne pas être modifiés et les principes d'ingénierie de systèmes sécurisés devraient être suivis. L'environnement de développement devrait être sécurisé et le développement externalisé doit être contrôlé. La sécurité devrait être testée et les critères d'acceptation devraient inclure des aspects sécurité. Les données de test doivent être sélectionnées, générées et contrôlées avec précaution. Supplier relationships. Il devrait y avoir des politiques, des procédures et de la sensibilisation pour protéger les informations de l'organisation qui sont accessibles aux intégrateurs et aux fournisseurs externes, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela devrait aussi apparaître dans les contrats et autres agréments. Les prestations de services par des fournisseurs externes doivent être surveillées et auditées par rapport au contrat. Les modifications du service doivent être contrôlées. Security incident management. Il devrait y avoir des responsabilités et des procédures pour prendre en charge les incidents de sécurité. Business continuity management. La continuité de la sécurité de l'information doit être planifiée, mise en œuvre et passée en revue en tant que partie intégrante du plan de continuité de l'organisation. Les installations informatiques doivent avoir suffisamment de redondance pour satisfaire aux exigences de disponibilité. Compliance. L'organisation doit identifier et documenter ses obligations vis-à-vis des autorités externes et autres tiers en matière de sécurité de l'information. Cela comprend notamment la propriété intellectuelle, les enregistrements, les informations personnelles et la cryptographie. Les dispositifs de sécurité de l'organisation doivent être indépendamment audités et signalés à la direction. Les gestionnaires doivent aussi examiner régulièrement la conformité des employés et des systèmes avec les politiques de sécurité, les procédures et prendre des mesures correctives si nécessaire. ISO 27002,
avec ses 14 catégories de contrôle, couvre l'ensemble de la gestion de la sécurité, aussi bien dans ses aspects stratégiques que dans ses aspects opérationnels. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à une autre norme de la série ISO 27000, la norme ISO 27005, qui donne les grandes lignes directrices pour le risk management.